Disons-nous les choses, avec mes meilleurs punchliners et punchlineuses que j'ai rencontrés depuis 4 ans. Vous m'avez vu ici et là me promener avec ma caméra. Vous nous voyez aujourd'hui faire des lives Instagram, où nous débattons sur des sujets divers et variés, surtout sur des sujets pointilleux, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et aujourd'hui, je suis entouré de punchliners et punchlineuses de grand ordre. Monsieur Bakary de Blackcourt, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va? Impeccable. Tranquille. Ouais. T'étais pas trop chaud, mais tu vas te chauffer. Non, tranquille, ça va. Elsa, Ça va bien, merci. ça va tranquille? Contente d'être là. Monsieur Cyril, comment vas-tu? Ça va bien. Tranquille. Merci de m'avoir invité ici. Et c'est normal. Je t'ai suivi, on s'est rencontrés, tu pensais que je te connaissais pas, moi je te connais, moi. Ah, mais comme quoi. Hein. Mais merci. Laurie, Bonjour, merci merci. de nous inviter. Il n'y a pas de On souci. a des choses à dire en plus. On a des choses à se dire. On va directement aller dans le vif du sujet. Ce que nous vivons en ce moment même, aujourd'hui via le comité Adama, selon vous, est-ce que ça va être anecdotique, un peu à l'image de cette indignation collective qu'il y avait par rapport à la Libye en 2018, ou ça va être inscrit dans l'histoire, voire historique? Qui veut prendre la parole? Je vais commencer. Je t'en prie. C'est toujours la même chose, c'est qui rend les choses historiques, qui raconte l'histoire. Et je pense que c'est ça le point de départ. Le comité Adama avec le 2 juin a marqué par le nombre. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas du tout l'habitude de manifester, qui n'étaient jamais venus se mobiliser pour quelque sujet qui soit. Ça a été médiatisé. Mais qui fait l'histoire? Qui fait que ça fera l'histoire? En 1789, on a dit que c'était le premier pays des droits de l'homme, alors que l'abolition de l'esclavage était en 1848. Donc voilà, qui raconte l'histoire et qui à quel moment? C'est ça. Cyril? Est-ce que ce sera donc historique? Ouais, un peu comme Laurie, c'est vrai qui raconte l'histoire, mais je dirais que cette manifestation, les heures convives, elles seront historiques si aussi il y a une suite, on va dire, politique ou sociétale, s'il y a un changement dans notre société à venir dans les semaines et les mois, les années à venir surtout. Oui, on pourra dire que c'était historique, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, en termes de nombre de personnes ce jour-là, effectivement, le 2 juin, voilà, c'était quelque chose de majeur par rapport aux différentes luttes contre le racisme et autres. Dans l'histoire de France récente, on va peut-être se rappeler de la marche contre le racisme et pour l'égalité qu'on a appelée la marche des Beurs. La marche des Beurs, en 83. Celle-là, aujourd'hui, on en parle encore plus de 30 ans après. Donc voilà, on peut dire que cette marche est historique. Est-ce que dans 30 ans, on parlera de ce rassemblement du 2 juin? Comme je le dis, je pense que ça dépendra vraiment de la suite, comment la société va évoluer par rapport à tout ce que ce comité est en train de faire bouger. Elsa? Ouais, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a la marche des Beurs effectivement, mais entre-temps, il y a eu... Parle plus proche de ton micro, s'il te plaît. Il y a eu d'autres appels, on va dire, à l'ensemble du peuple français à lutter contre les violences policières et notamment aussi le racisme en France, parce que pour moi c'est ça qui est incroyable avec le combat Adama, c'est qu'à la fois on lutte contre un système de violence qui est la police et qui peut être aussi donc un système de racisme systémique, et à la fois on le fait autour d'une figure qui est quand même une figure noire, c'est-à-dire Adama, une figure, on peut la qualifier de martyr ou enfin, bon, ça c'est un autre terme. Mais... Attends, parle bien proche de ton micro parce que sinon on va avoir des problèmes. Et ce que je trouve intéressant avec Adama, c'est qu'il y a vraiment un rassemblement autour de cette figure noire qui n'avait pas réussi avant. Je tiens à rappeler qu'il y avait le Parti des indigènes de la République qui avait appelé tout le monde à se lier en fait, sous le nom indigène, et notamment qui avait fait un appel aux Blancs. Et on voit qu'il n'y a jamais eu autant de monde que pour le comité Adama, qui pourtant, lui, a toujours remis la figure d'Adama au devant de la scène. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a plus de Blancs qui peuvent créer un lien d'identification avec Adama, grâce notamment à tout le travail que fait Assa pour nous rendre cette figure familière, en fait. Ça, je trouve c'est incroyable. Enfin, je pense que ça n'avait jamais été fait avant, malgré toutes les luttes des autres familles des victimes. Bakary? Moi, je rejoins un peu ce que les autres intervenants ont dit. C'est que, en fait, ça sera inscrit dans l'histoire quand les gens cesseront d'être spectateurs, en fait, quand ils seront acteurs de ce qui se passe. Et comment dire? Et là, c'est un mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur parce que justement, je pense qu'il y a quand même une grosse convergence des luttes.
Et les gens ont pris conscience que s'ils ne se manifestaient pas, s'ils ne se levaient pas, que les choses n'allaient pas changer. Donc ça sera inscrit dans l'histoire quand les gens cesseront d'être spectateurs. Je rebondis sur ce que tu disais, Elsa, parce que je suis obligé de rebondir. Tu vois, nous, ici, on se dit les choses. Et t'en parles bien proche de ton micro, parce qu'il faut vraiment qu'on communique. Tu as parlé des Blancs. Ouais. Tu savais, hein, moi, je rebondis sur ça. Dans ta position aujourd'hui de femme blanche, qu'est-ce qui fait que les Blancs, aujourd'hui, s'identifient à ce combat? Toi, Alors, bon, quelle analyse tu as? Du coup, je vais tout de suite venir un peu ternir le constat que je viens de faire sur l'allié blanc ou la solidarité blanche du combat Adama, parce que pour moi, le 2 juin, justement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de blancs. J'étais choquée, en fait. Tu vas à Nuit debout, c'était que des blancs. Tu vas même Gilets jaunes, c'était que des blancs. Au TGI, on était quand même dans Paris. Pour moi, il n'y avait pas assez de blancs. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, c'est la banlieue et Paris réunis. Enfin, je ne comprenais pas, en fait. Il y avait toute cette espèce d'amalgame. Donc, la banlieue, ce n'est pas les blancs et Paris, c'est les blancs. Pour moi, il n'y a pas encore assez de blancs. Il y a encore trop de blancs qui rallient la cause, mais qui sont observateurs, justement, comme tu dis. Et il y a aussi cette question de qui se souviendra de ce combat. Il y a encore, pour moi, beaucoup de blancs spectateurs. On se souviendra de la une, là, je crois que c'était la une de Humanité, qui avait mis beaucoup de femmes noires en avant, plus Virginie Despentes. Enfin, il y a... Oui, et qui s'était trompé de nom sur le nom de Maboula. Mais... Voilà, oui, aussi il y a eu ça. Et donc, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que juste, que le nombre, en fait. Et il faut que des Blancs prennent la parole, je pense aussi, ouais. Je vais te poser une question, ne vous inquiétez pas, on va revenir dans le thème, mais c'est toujours dans le thème. À un moment donné, on a reproché, lors du mouvement des Gilets jaunes, soi-disant, oui, les gens de banlieue n'étaient pas là. Et ce qu'on a constaté, c'était qu'on a parlé de violence policière à partir du moment où les Gilets jaunes, qui majoritairement sont blancs, ont commencé à se faire casser la gueule. Tu vois. Toi, quelle est ta vision de tout ça? Quelle est ta perception, en fait? Parce qu'on parle de violence policière depuis 40 ans, et il a fallu les Gilets jaunes pour se rendre compte que, ça y est, BFM et toutes les autres... Oui, on parle de violence policière. Mais c'est toujours ce problème du poids des représentations dans la société. C'est-à-dire que quand c'est un corps blanc qui se fait humilier, qui se fait mutiler, là, tout de suite, ça touche à l'émotion blanche, ça touche au narcissisme blanc, pardon, et donc à cette image du corps blanc qui est censé être pur et qui tout d'un coup est sali par la police. Après, du coup, moi j'étais aux Gilets jaunes et c'était pas vrai. Il y avait des Gilets jaunes noirs. Tu prends par exemple l'île de la Réunion. C'est les Gilets jaunes qui se sont le plus manifestés au début. Ils ont quand même fait 3 semaines de blocage consécutifs. C'était pas que le week-end, c'était partout aux infos. Donc tous les jours, on voyait la Réunion bloquée. Et les Gilets jaunes de la Réunion, ils sont pas blancs. C'est des non-blancs. On parle quand même d'un pays où, soi-disant, il n'y a pas de statistiques ethniques. Et toutes ces choses-là. La France défend beaucoup ça. À quoi reconnaît-on un jeune de quartier parmi les Gilets jaunes? Parce qu'en réalité, c'est là est le débat, en fait. C'est-à-dire... Non, mais je trouve que... c'est une hypocrisie, en fait. Et moi, je pose une question, mais elle est ironique, ma question. Mais en fait, c'est aussi une façon de... Toujours la même chose, de diviser pour mieux régner, quoi. Les jeunes de quartier, ils ne sont pas là avec les Gilets jaunes. Il y a une espèce de conscientisation de violence policière à partir des Gilets jaunes médiatiques. Mais parce que... comme si là, ça pouvait être considéré. Mais en même temps, le ministère de l'Intérieur dit encore que les violences policières n'existent pas. Oui, c'est ce qu'il dit encore. Il y a que le racisme systémique n'existe pas. Il y a une espèce de déni de la société et du gouvernement qui fait qu'en fait, on a voulu retirer le mot race de la Constitution. Donc s'il n'y a pas de race, on ne peut pas lutter contre le racisme. Oui, ils l'ont retiré. Donc voilà, s'il n'y a pas de race, on ne peut pas lutter contre le racisme. Donc le racisme systémique ne peut pas exister. Donc c'est toute une intellectualisation du débat qui fait qu'on reste dans le déni et qu'on peut lutter contre rien. Et pour comparer aux États-Unis, je pense qu'on va aborder les États-Unis, mais les droits civiques, enfin la ségrégation raciale aux États-Unis, ou comme en Afrique du Sud, l'apartheid, fait qu'il y a eu des luttes contre des lois, des faits qui étaient écrites et qui ont été effacées. Et en France, en effaçant le mot race de la Constitution, on ne peut pas lutter juridiquement sur le racisme. Cyril, ton avis sur tout ce qu'on vient de se dire là? Juste parce qu'on ne le dit pas, mais il faut quand même le dire, le succès aussi de cette marche du 2 juin très lié à ce qui s'est passé aux États-Unis, donc à George Floyd, parce que Exactement. les manifestations du comité Adama, pour avoir suivi quasiment les premières, quelques jours après
le décès d'Adama, plus les 1 an à Beaumont-sur-Oise, il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde. Il ne faut pas se mentir, il y avait quand même du monde, mais pas autant que ce qu'on a vu. Pas autant que ce qu'on a vu le 2 juin. Ensuite, est-ce qu'il n'y avait pas assez de blancs ou est-ce que finalement il y avait plus de noirs et d'arabes en fait, et donc du coup on voit moins les blancs donc, du coup, non mais c'est vrai. C'est tant mieux aussi. Non mais c'est la réalité. Moi, en tout cas, moi c'est ce que j'ai constaté. J'ai constaté aussi énormément de jeunes, de très jeunes, jeune parce que je me sens vieux maintenant. T'es jeune, regarde comment t'es costaud là. Ah, t'es en forme. C'est vrai. Non, vrai, il y a beaucoup de gens d'une vingtaine d'années et qui du coup, juste pour rester sur ce phénomène, enfin pas phénomène, mais sur le comité Adamas et marche et tout, ce que ça crée aussi pour moi, je sais pas si on va l'aborder, mais du coup j'en parle maintenant. Ça met Assa Traoré dans une image, en fait. J'ai l'impression que la jeunesse a trouvé un symbole en Assa Traoré, un symbole de lutte, de quelqu'un qui va de l'avant, qui est courageuse. Et en même temps, ce symbole devient une cible. C'est-à-dire que c'est le risque de ces mouvements où il y a tout d'un coup une tête qui ressort, c'est que du coup, ça devient une cible. Et du coup, on a pu le voir récemment dans une émission, enfin pas nous, mais sur Canal Plus Afrique, où une actrice, Annabelle Langron, a cité Assa Traoré comme personne inspirante, et le producteur de l'émission, qui s'appelle Ciné Le Mag sur Canal Plus Afrique, a stoppé l'enregistrement parce qu'en gros on ne parle pas d'Assa Traoré. Effacer l'interview carrément de la réalisatrice. Et du coup en solidarité, les journalistes de cette émission ont démissionné de cette émission. Mais c'est juste pour dire que la jeunesse de ce mouvement, de cette génération Adama, comme on l'appelle, crée pour moi un effet pervers. C'est qu'en fait on fait d'Assa Traoré un symbole trop fort, et elle devient une cible, et donc du coup ça peut, être contre-productif. Toi et moi on est connectés, parce que j'allais vous poser cette question. C'est magnifique, c'est très très bien. Justement, on a vu pas mal de jeunes se rallier à cette cause, des acteurs, des artistes. Omar Sy, depuis un certain moment il était déjà dedans. Le début, des artistes aussi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on parle carrément d'une génération Adama. Et on sait que le comité, par leur communication, la question que je voudrais vous poser, c'est que est-ce que ce n'est pas le comité, par leur communication, qui ont rendu cette cause hype auprès d'une jeunesse qui est ou qui était sans cause, et plus dans le divertissement? Moi, je ne sais pas s'ils ont rendu la chose hype, mais ce que je me dis, c'est que moi j'ai été victime de violences policières. Tu vois, et en fait, c'était il y a très longtemps. Pareil, je me sens un peu vieux, j'étais beaucoup plus jeune. C'était à Grigny là-bas. Ziac. Mais en fait, quand tu en es victime, tu as un peu honte. Tu vois ce que je veux dire? Tu as honte, donc tu n'oses pas trop en parler, t'oses pas. Et je pense que le combat, il a mis les choses en lumière, comme si un peu la honte, il fallait qu'elle passe dans l'autre camp, en fait. Que c'est les policiers qui devraient avoir honte de faire sous ces violences sur les gens. Et je pense que c'est peut-être ce que les gens ont compris. C'est pour ça que quand je rebondis à ce qu'elle disait, c'est qu'on avait été ensemble à la marche le 2 juin. Et moi, c'est l'inverse. Je disais, il y a quand même beaucoup de blancs. Ouais. Moi, c'est ce que je me disais. C'est ce que je me suis dit aussi. Et beaucoup de blancs et je beaucoup de jeunes aussi. pense que c'est un peu, comme tu as dit, c'est qu'il y avait beaucoup de noirs et d'arabes. C'est pour ça qu'on voyait peut-être pas beaucoup les blancs. Et je pense que les gens, justement, ils veulent faire en sorte que la peur elle change de côté. Tu vois, ils ont moins honte d'avoir été victimes de violences policières, donc je pense que ils sont plus amenés à venir aux manifestations. Mais c'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire, parce que les gens qui sont victimes de violences policières, ou qui sont, ces jeunes hommes noirs et arabes, puisque c'est pas des gens, quand ils sortent d'un commissariat, à qui ils en parlent? C'est-à-dire qu'une femme, je compare des choses assez violentes, mais une femme qui est violée, il y a des cellules d'écoute, il y a des mesures qui sont mises en place pour pouvoir, les femmes entre elles discutent, ont ce truc de pouvoir parler, il y a des psychologues. Un jeune homme noir ou arabe qui sort de cette espèce de phénomène, il est obligé, et en plus, face aux parents, on ne peut pas dire qu'on a été au commissariat, même quand on n'a rien fait, parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce que tu as fait en fait pour te retrouver dans ces situations-là? Et tout de suite, comme on peut dire à une jeune fille, mais tu étais habillée comment quand tu t'es fait violer? C'est ces espèces de réponses qui sont encore plus violentes que ce que tu as vécu. Et c'est une parole libérée. Si c'était le frère si c'était Youssouf Traoré qui était en tête, est-ce que le mouvement aurait pris autant de valeur? Est-ce que c'est le fait que ça soit une femme qui incarne, est-ce que ça adoucit le propos, tu veux dire? Je ne sais pas si ça adoucit le propos, mais du coup, c'est les hommes qui se font tuer entre les mains des gendarmes ou des flics. Ce ne sont pas les femmes, pas en France en tout cas, pas encore. Et du coup, il y a cette image.
elle est une cible, notamment une cible auprès des fachos. Mais je pense que ça n'aurait pas pris autant d'ampleur si ça avait été un homme. De toute façon, la famille gay de Gay Camara, c'est son frère qui porte le combat. Il n'a pas autant. Il a été tué d'une balle dans la tête. Il y a des choses. C'est juste. Mais clair, du coup, j'ai une question à vous poser. Hein. Vous me connaissez, vous savez que du coup, Camélia Jordana, à un moment donné, est intervenue dans On n'est pas couché. Elle a parlé du fait que quand j'ai les cheveux frisés, j'ai peur de la police, et ci et ça. Du coup, j'ai une question à vous poser. Camélia Jordana a-t-elle plus de coronesses que la plupart des rappeurs? Ah, bonne question. Je pense que Camélia Jordana, à ce moment-là, c'est une artiste plutôt populaire en France, donc elle a déjà accès à une tribune auquel beaucoup de rappeurs n'ont pas accès. Ensuite, est-ce qu'elle a beaucoup plus de coronesses que les rappeurs ou des ovaires, si tu veux. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais on va dire que, dans un sens, oui, parce que tous les rappeurs ne se mouillent pas à ce niveau-là, même si faut pas non plus oublier, parce qu'en fait, c'est parce que médiatiquement, ça a été très repris, mais il ne faut pas oublier que dans les premiers instants, les premiers concerts, tout ça, Youssoupha, par exemple, très tôt, je l'ai vu autour du comité Adama, Fianso aussi, il me semble. Enfin bref, il y a eu beaucoup de rappeurs au début, parce qu'au début, dans la communication dont tu parlais, justement, j'ai trouvé, moi, que Assa Traoré était parti à frapper à la porte de Koutaba. Mokobé, par exemple. Donc, il y a beaucoup qui sont là depuis le début. Et donc après, c'est juste que médiatiquement parlant, Camélia Jordana étant un personnage plus populaire en France, et donc on l'entend. Après, sur Camélia Jordana, j'ai un autre point de vue, mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'elle a vraiment plus de coronesses que les rappeurs? Je ne sais pas, mais si maintenant, demain, un rappeur a une tribune comme ce qu'on donne à Camélia Jordana et qui ne s'en sert pas pour dire tout ça, là, on pourra vraiment comparer. Pour l'instant, ils n'ont pas forcément la même tribune, en fait, les rappeurs. Mais est-ce qu'il n'est pas plus confortable? Medine disait ça dans une émission RMTC de DOC des 2 balles. Il disait, est-ce qu'il n'est pas plus confortable de soutenir la cause de George Floyd plutôt que celle d'Adama Traoré? Bien sûr. Moi, j'aimerais bien rebondir sur un peu tout ce qu'on dit, du fait que Camélia Jordana soit une célébrité. On parle aussi de rappeur en tant que célébrité. Et en fait, moi, quand tu poses la question, est-ce que le combat d'Ama, les récents événements rentrent dans l'histoire, je pense toujours à la question de la mémoire. Et pour moi, quand on parle d'histoire, on parle de mémoire, on parle d'archives, on parle donc de support. Et ce qui est intéressant avec George Floyd et Adama, c'est vraiment les réseaux sociaux. D'où l'impact des célébrités, d'où l'importance des célébrités. Et quand je dis pour moi qu'il n'y a pas assez de blancs, c'est dans le sens où, il y a des célébrités blanches qui ont parlé, mais en fait, on s'arrête trop à ça. On s'arrête trop au hashtag regardez, je suis allée à la manif, j'ai pris un petit selfie avec mes potes. Et c'est une mode, en fait, comme le rap peut être une mode. Exactement, c'est une sortie exotique. Et pour moi, mon appel aux blancs, ça serait en fait aller plus loin que ça. Là, on est au stade 1, ok, on a tous reconnu qu'on était blancs, on a tous reconnu qu'il y a un problème de racisme. Maintenant, il faut aller plus loin que ça. Il faut vraiment se déplacer à Beaumont-sur-Oise. Il faut vraiment, il y a beaucoup de fiches d'alliés, donner de l'argent, mais pas que, en fait. Il faut réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait en tant que blanc, sur pour qui on vote en fait, et sur même nous, moi je pense surtout le problème avec les blancs, c'est nos familles en fait. Moi je suis en clash perpétuel avec mes parents sur ces questions-là. En fait on a vraiment un travail à faire. J'ai d'autres amis qui m'envoient des mails vis-à-vis de leur mère et qui me disent regardez, elle comprend pas, elle dit que Assa Traoré c'est une famille de criminels. Il y a vraiment un énorme travail éducatif à faire. Et ça, c'est à nous de le faire, c'est aux Blancs de le faire. Et donc, pour moi, les réseaux sociaux, c'est cool, ça fait une tendance, ça fait quelque chose. Voilà, on peut s'identifier à Camélia Jordana, elle est dedans. Ah, du coup, j'écoute Camélia Jordana, je vais y aller. Pour X raisons, on va s'identifier à tel rappeur, telle chanteuse, tel acteur, etc. Mais maintenant, il faut aller plus loin que ça, il faut aller dans l'éducation. Il ne faut pas que ça retombe avec l'automne qui arrive, quoi. Bakary, ton avis sur tout ce qu'on vient de se dire là? Non, pareil. Je pense la même chose, c'est que les réseaux sociaux, c'est un peu un tremplin en fait pour faire changer les choses, parce que après les choses, si elles doivent changer, ça doit aller jusqu'au plus haut de l'État. Et le fait que Camélia Jordana, je pense que ça a été plus mis en avant, c'est sûrement parce que c'est une artiste plus populaire. Tu vois, les rappeurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rappeurs. Je voulais citer Youssoupha, mais il l'a cité. C'est vrai qu'il en parle ça depuis un bon moment. Mais c'est vrai que Camélia Jordana, vu qu'elle est beaucoup plus populaire, je pense que ça fait beaucoup plus de bruit. Et après, juste la question qu'on peut se poser, parce que je me la suis posée quand j'ai entendu Camélia Jordana parler de ça, je me suis dit, ok, elle s'y intéresse, elle est là, elle était à fond, très bien, ça fait plaisir à ceux à qui ça doit faire plaisir, mais je me suis dit que dans ses choix artistiques, elle fait des films, elle est actrice, et je me suis dit, son positionnement sur cette affaire-là est intéressant, ok, mais dans les choix artistiques qu'elle fait, cinématographiquement parlant, il y a tellement de choses à redire, et des choix qui entretiennent aussi l'image qu'on a, les stéréotypes, donc l'image qu'on a des gens issus des quartiers populaires. Donc du coup, la question que je me suis posée à ce moment-là, je me suis dit, tu dis est-ce qu'elle a plus de coronesses? Moi je me suis dit, est-ce que c'est aussi pas
pas de l'opportunisme parce qu'elle avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner, mais au fond, c'est Par aussi. intérêt. Ouais, il y a un côté où tu es aussi bien vu par une certaine partie de la population et peut-être que ta carrière, à un moment donné, tu as aussi envie d'aller toucher un autre public. Bon, je fais peut-être l'avocat du diable pour le coup, mais moi, en tout cas, c'est la question que je me suis posée quand j'ai entendu Camélia Jordana et quand l'impact médiatique que ça a eu, alors qu'il y a fait des années que d'autres gens en parlent. Quoi. Donc, Laurie. Ouais, non, moi, je me dis, faut toujours dissocier l'artiste de ce qu'il est en tant que personne. Et pour le coup, Camélia, elle soutient le mouvement depuis un moment et elle a répondu présent à plusieurs fois où certains rappeurs l'ont pas été quand Assa leur a demandé. Mais à la NWA, every publicity is publicity, en fait. Ouais. Et les fachos nous font une pub de ouf. Ils parlent tous les jours, ils ont un sujet sur la famille Traoré. Là, tu parlais du conflit que tu pouvais avoir avec tes parents sur certains sujets, mais c'est ce que médiatiquement et ce qui est dit sur CNews ou sur certaines chaînes télé qui veulent contrer ça, ou même dans la presse quotidienne, je les cite comme le Figaro, ils entretiennent ça et ça les, ouais, voilà, Valeurs Actuelles, ça les rassure en fait, puisque le racisme n'existe pas, le racisme systémique n'existe pas, donc ça les rassure dans leurs propos. Enfin. Attendez, rappelons quand même que, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu fais partie du comité. Oui, je fais partie. Adama, tu vois, on ne l'a pas dit, tu vois, mais on le dit. C'est pour ça qu'elle est vraiment au fait. Oui, mais non, mais après, je suis là en tant que Laurie, oui. Et même si je fais partie du comité, parce que je suis une activiste et parce que j'ai aussi un enfant et parce que j'ai des frères, j'ai des cousins, j'ai des potes qui peuvent, et j'ai même un père qui peut mourir juste par sa carnation. Voilà, j'aimerais que les choses changent, mais c'est vrai que, comment dire, tous ces médias qui construisent l'image, juste avant de venir, j'ai regardé une vidéo de Malcolm X qui disait ça il y a 50 piges, que les médias blancs vont vous faire croire que les Noirs sont des mauvaises personnes. Donc dès que la police va leur taper dessus, ça sera justifié parce que déjà dans leur imaginaire, c'est déjà construit comme quoi ce sont de toute façon des mauvaises personnes. Après, il y a eu le retournement des Gilets jaunes. Justement, beaucoup de Gilets jaunes disaient moi, je ne comprenais pas avant les jeunes de banlieue, je ne comprenais pas pourquoi ils se plaignaient de la police. Maintenant, je comprends. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment le combat Adama, le positionnement vis-à-vis du combat Adama, c'est une question radicale, en fait. Ça pose une ligne radicale. En gros, soit tu soutiens, soit tu ne soutiens pas et tu t'exposes à... Enfin, je pense, en fonction de qui tu es et de comment tu t'inscris dans la société, il va forcément y avoir un impact, en fait, tu vois, par rapport soit à ta famille, soit voilà, des choses que tu vas voir dans les médias, tu vas être touché en fait, de manière radicale, je pense. Il me semble qu'il nous reste quelques minutes et j'ai quelques thèmes à aborder avec vous. J'aimerais bien que vous répondiez assez rapidement, mais bien, quoi. On a vu les plateformes comme Deezer et Spotify balancer des messages comme quoi nous soutenons la communauté noire dans sa lutte contre les injustices. S'il y avait des Lumumba, des Malcolm X qui seraient encore là, ils pleureraient, ça se trouve. Ils diraient, oh. Mais pour vous, est-ce que tout ceci est une récupération commerciale? Oui. On est dans une société de consommation. Oui. Non. Bah oui. Non, mais moi écoute, c'est bien beau de balancer des messages, de mettre des genoux à terre, etc. Mais après, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que je suis d'accord, ils ont mis des messages, mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont fait des messages. Écoute, moi, comme je dis toujours, et comme tu me l'as dit souvent, après soutenir des comités, etc. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Qui donne un peu de sous. Peut-être que ça pourrait aider à faire quelque chose. Peut-être que ça pourrait aider à mettre, je sais pas, des candidats, des élus ou je sais pas, des candidats à la présidentielle qui nous ressembleraient et qui feraient qu'il y ait moins de violences policières, par exemple. Des vrais avocats qui soutiendraient. Mais juste mettre des messages, c'est beau, c'est joli, mais ça sert pas à grand chose. Ouais, mais en plus on est dans une société de consommation, donc il y a eu ce discours avec George Floyd où si tu te positionnes pas, c'est que tu es du côté de l'oppresseur. Et ça a été vraiment... voilà, si tu te positionnes pas, tu es du côté de l'oppresseur. Et ça a mis les choses... Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien sûr. Juste pour rebondir là-dessus, donc faut quand même savoir que les manifestations George Floyd continuent. Qu'en ce moment, notamment à Portland, il y a d'énormes conflits avec la police. Enfin, il y a vraiment des interactions hyper violentes entre les manifestants et la police. Et à ce propos-là, justement, pour en parler un peu de rap, il y a la rappeuse No Name qui a call out, comme on dit, Kendrick Lamar et J. Cole. Ça a fait beaucoup de bruit parce que justement, alors déjà, elle a dit en substance, pendant que les pauvres noirs, enfin pas les pauvres noirs, du coup les personnes noires pauvres sont dans la rue, put their body in the street, je pense qu'elle a dit un truc comme ça, donc font corps dans la rue.
Vous lancez même pas un tweet, vous faites même pas un morceau. Et donc c'est intéressant, en fait, on a un peu les mêmes problématiques qui reviennent. Et je pense que ce qu'elle voulait dire aussi, c'est qu'en fait, lâchez Twitter, arrêtez et venez tous dans la rue. Et bon, malheureusement, elle a peut-être mal ciblé son truc parce que J. Cole et Kendrick Lamar étaient dans des manifestations. C'est ce que j'allais dire. Elle a Mais choisi les mauvaises voilà. personnes parce que. Cyril. Non, mais Pour moi, sur ça, par exemple, J. Cole ou Kendrick Lamar pourrait lui répondre. On fait des textes dans nos... En plus, oui. depuis Ils des étaient déjà années engagés, pour dénoncer tout ça. Donc, est-ce que parce qu'on n'est pas dans la rue, ça décrédibilise notre point de vue, nos propos? Mais bien sûr, comme ça a été très bien dit, oui, c'est de la récupération et c'est plus facile forcément aujourd'hui de soutenir cette cause. Il nous reste très peu de temps. J'ai 2 questions à vous poser. S'il vous plaît, répondez assez rapidement. Il y a eu une enquête Mediapart avec aussi nos amis de Street Press qui a dénoncé des groupes WhatsApp avec des réseaux sociaux avec des flics racistes, avec des propos dépassant l'entendement. On sait que pour entrer dans la police, aujourd'hui, les critères ont baissé. C'est-à-dire qu'avant, c'était 1 an, maintenant, c'est 9 mois. Pour être avocat, il faut 7 ans. Pour être médecin, il faut 12 ans. Selon vous, et il y a un taux de suicide assez conséquent dans la police. Selon vous, est-ce qu'il faut totalement réformer la police? Ouais, enfin oui, mais au-delà de ça, enfin oui déjà, mais déjà il y a un souci très important pour moi avec entre guillemets la police quand on sait que le Front National est le premier parti, enfin dans beaucoup de, mais quand en la police, ce corps de l'État qui est censé protéger et servir la population, et que la majorité des policiers votent Front National, enfin moi je dis plus Rassemblement National, je dis Front National, et je dis pas Rassemblement National, pour moi déjà il y a un problème à ce niveau-là, et donc du coup qui on recrute, comment on les recrute, et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a repéré les brebis galeuses en fait. Et donc oui bien sûr il y a des choses à réformer dans la police. Moi, je suis un peu contre le discours de réformation parce qu'en fait, faudra toujours réformer la police. Pour moi, il y aura toujours des brebis galeuses parce que c'est vraiment le système police comme il est qui me dérange. Je pense en fait à partir du moment où c'est quand même c'est les individus qui portent les armes aujourd'hui en France qui ont un flingue chez eux. Voilà, c'est des policiers. Et je serais plus pour l'abolition. Mais alors bien sûr, abolition ne veut pas dire plus de police, mais vers quelque chose de différent, avec plus d'éducation populaire peut-être, plus de sous pour les actions sociales. Et donc sortir en fait de l'idée que la société ne peut tenir en ordre qu'avec la police. Je pense qu'on a d'autres ressources pour maintenir la paix. Moi, je pense aussi qu'il faut réformer la police, mais ce ne sera pas suffisant parce que quand on voit ce qui se passe, les policiers sont protégés même au plus haut de l'État. Donc même s'ils sont réformés et qu'il y a encore des violences policières, vu qu'ils sont protégés beaucoup plus haut, ça ne changera pas grand-chose. Et après, il y a... Enfin, moi, du coup, je pense au film Les Misérables de Ladji, où on est de toute façon dans une misère sociale, qu'on soit du côté des policiers à certains niveaux ou de la population civile. Et comme les infirmières pendant le confinement, c'est aussi ça, en fait, comment on valorise ces métiers pour qu'il y ait plus de respect, pour qu'il y ait plus de valeur là-dedans. C'est plus à ce niveau-là que je pense que... Rappelons qu'on est à l'événement de notre ami Gary, M. Boisdur, c'est un événement qui s'appelle Black Money Power, et voilà, il y aura pas mal de conférences, il y aura Djigui Diarra aussi qui va intervenir, donc nous le rappelons. On termine très vite, très très vite. Il n'y a pas si longtemps, Lord Jamar a fait une interview parlant du mouvement Black Lives Matter. Et il parle du fait qu'un certain George Soros, qui fait partie du parti démocrate aux États-Unis, a injecté 150 millions dans ce mouvement-là et a fait une levée de fonds de 33 millions. Il parle clairement du fait qu'on a injecté de l'argent dans ce mouvement-là pour qu'on puisse le contrôler de l'intérieur et pour que ça ne parte pas comme dans les années 60, à l'époque des mouvements des droits civiques. Qu'en pensez-vous ? Moi, je vais faire une réponse de journaliste. Je n'ai pas enquêté sur la question, donc je n'ai pas vraiment de réponse. J'entends ça depuis. Après, donc je préfère même pas me prononcer parce que tout ce qu'on peut dire par rapport à ça, on frôle avec certaines théories complotistes. Donc du coup, honnêtement, je sais pas. Est-ce qu'on veut contrôler parce que Soros met de l'argent, donc il contrôle tout ça? Honnêtement, j'ai même pas de, je sais pas. Ça va être une réponse un peu ghetto, on va dire, mais il a donné, hein, c'est fini. On s'en est rendu compte, donc ça y est, il a versé. Il faut les récupérer. Maintenant, on s'en est rendu compte. Si on peut faire en sorte que ça change, ça y est, on va pas lui rendre l'argent. Hein. Elsa. Pour moi, l'apport matériel, il est essentiel, je pense. Mais si on veut reparler d'histoire, c'est peut-être pas de ça qu'on se souviendra. Finalement, c'est peut-être plus des discours, des mobilisations en nombre,
et dans nos mémoires à nous, en fait. Qu'est-ce qu'on transmettra à nos petits-enfants? Donc je pense que l'argent ne peut pas acheter ça. Oui, Laurie. et moi, enfin, voilà, le mouvement des Black Panthers, il n'y a personne qui a mis des millions d'euros et on en parle aujourd'hui comme si c'était c'est comme si c'était hier. Ils avaient tous moins de 30 ans. Enfin, Angela Davis est prof d'université aujourd'hui aux États-Unis. L'argent est nécessaire, certes. Il y aura toujours un contrôle. Les Black Panthers, ils ont été démantelés sans qu'il y ait eu d'argent ni quoi que ce soit. Et Vite fait pour rebondir sur ton propos, les Black Panthers, dans cette même interview, on parle du fait que Huey Newton et Bobby Seale allaient voir des familles de blancs riches qui leur passaient des chèques. Ouais. Quoi. Des chèques pour les financer aussi. Après, ça, c'est la culture américaine, très philanthropiste aussi. Oui, c'est ça. Les Blancs achètent leur bonne conscience de blanc en donnant de la thune à Martin Luther King ou quoi. Mais de toute façon, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Aussi. Sur ces mots, merci à tous. Merci Nous à étions toi. sur ce DNLC, disons-nous les choses avec mes meilleurs punchliners et punchlineuses. Merci à tous. Merci à toi. Merci à toi.